Bienvenue à tous pour cette deuxième édition ADEX, Atelier ADEX. Donc c'est avec plaisir qu'on va vous recevoir ce matin pour parler du sujet très à actualité, chaude, c'est-à-dire le prélèvement à la source, le PAS. Donc l'idée de ce matin dans l'atelier, c'est d'aborder le principe général du sujet, et puis également de développer en fait les conséquences que le PAS peut avoir sur les différentes catégories de revenus. Voilà. Alors bon, on ne pourra pas aller trop dans le détail. S'il y a vraiment des sujets, des questions précises qui seront à développer au cas par cas, on verra ensemble un peu plus tard. Les personnes gérant votre dossier pourront vous répondre et vous accompagner sur la problématique. Voilà. Nathalie ? Donc alors on va aborder, on va reparler du principe général, des revenus salariaux et de la mise en œuvre du PAS pour l'entreprise, des revenus de retraite et de remplacement, des revenus des indépendants, des revenus fonciers et des réductions et crédits d'impôt. Donc le principe général, donc l'entrée en vigueur, comme tout le monde le sait, c'est le 1er janvier 2019. La réforme a été repoussée au 1er janvier 2020 pour les employés à domicile. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez déclarer quand même vos revenus 2018 sur votre déclaration, donc comme on le faisait les autres années, et on continuera toujours ainsi, donc pour le coup en mai 2019. Vous allez recevoir vos avis d'imposition courant été, début septembre 2019. Pour les revenus de l'année 2018, donc on n'a pas de double prélèvement en 2019. Donc en 2019, vous êtes prélevé des revenus 2019 et en 2018, vous étiez prélevé de l'impôt 2017. Donc pas de double prélèvement. L'année 2018 est donc une année de transition. Et les revenus non exceptionnels perçus en 2018 seront exonérés d'impôt. Donc à la suite de ce dépôt de la déclaration, on va vous octroyer donc le fameux CIMR, le crédit d'impôt modernisation du recouvrement. Donc là, on aura deux hypothèses. Si vous n'avez pas eu de revenus exceptionnels sur 2018, donc l'impôt 2018 sera annulé purement et simplement par ce crédit d'impôt et vous aurez éventuellement le remboursement du solde des crédits d'impôt. Si vous avez eu des revenus exceptionnels, dans ce cas, donc le CIMR va annuler l'impôt courant, mais vous allez avoir à payer un solde donc à la fin qui correspondra à ces revenus exceptionnels, après déduction éventuelle de vos réductions et crédits d'impôt. Excusez-moi, je peux vous poser une question? Pas tout de suite? Si c'était juste qu'est-ce que vous appelez revenu exceptionnel en fait? Alors on va, au fil de l'eau, on va vous donner des exemples de revenus exceptionnels. Dans le principe général, ce qu'on peut déjà vous dire, c'est qu'au niveau des revenus exceptionnels, ça va être si vous avez perçu des dividendes sur l'année, des intérêts de compte courant, si vous avez fait des plus-values mobilières ou immobilières, si vous avez fait une cession de fonds de commerce qui ne donne pas lieu à une exonération. Après voilà, c'est assez vaste. Après, Véronique, pour la partie des revenus salariaux, pourra vous donner des exemples de revenus exceptionnels. Voilà. Mais c'est vraiment tout ce que vous auriez pu obtenir, recevoir dans l'année, qui n'est pas considéré comme du courant. À toi. Donc, je vais vous parler des conséquences que ça peut avoir pour un salarié, et notamment l'engagement que peut avoir l'entreprise par rapport au changement va procéder les conséquences de la mise en place du PAS. Alors, ce qu'on peut voir là, le schéma qui est quand même relativement parlant, on va avoir le salarié qui est contribuable avec l'entreprise qui est son employeur, mais il y a un intervenant qui arrive là, c'est l'administration fiscale. Jusqu'à maintenant, l'administration fiscale, elle n'était pas présente dans ce duo-là, et donc elle va intervenir. Alors, comment ça se passe? Donc, le prélèvement à la source se fait sur les bulletins de paye, de façon mensuelle, et c'est donc l'entreprise qui va retenir cet impôt sur le bulletin du salarié. Il y aura un taux qui va être défini, et ce taux-là est uniquement donné par l'administration fiscale. À aucun moment, le salarié va aller voir son employeur en disant voilà, moi le taux il va changer le mois prochain, ça sera tel taux. Non, c'est uniquement l'administration fiscale qui va transmettre cette information via les DSN et puis le système
informatique aux entreprises. Donc ça, c'est déjà clair et c'est une obligation pour l'entreprise d'appliquer ce taux-là. Donc l'entreprise va être un tiers qui collecte l'impôt, comme il le fait jusqu'à maintenant pour les charges sociales. Hein, parce que le prélèvement à la source, on le connaît depuis des années. Hein, les charges sociales, ça fait partie du prélèvement à la source uniquement pour cette catégorie de retenue. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, le salarié va avoir trois possibilités au niveau du taux. C'est-à-dire que déjà, il y a le taux qui est du droit commun, c'est le taux personnalisé. Ce taux-là, c'est l'administration fiscale qui l'a calculé. Il est sur le dernier avis d'imposition qu'on a reçu et il prend en compte la situation du foyer, des revenus et des charges, le quotient familial du foyer. Donc si le salarié n'a rien fait, c'est ce taux-là qui s'applique. Et c'est ce taux qui est transmis à l'entreprise là, dans l'avenir très futur, proche. Par contre, sur option, le salarié a la possibilité de faire un autre choix. Donc il a la possibilité de prendre un taux qui est dit neutre. Ce taux neutre va permettre en fait une certaine confidentialité, va protéger en fait sa situation personnelle, l'information qui concerne sa vie privée, pour pas que l'employeur puisse connaître une idée de ses revenus. En fonction du taux, il pourrait donner une idée de ses revenus d'ensemble. Donc ça, c'est possible sur option. Ensuite, par contre, il faut savoir que si le taux neutre est pris en compte par le salarié, il faudra que le salarié fasse un complément aux impôts, parce que l'administration fiscale, elle n'est pas d'accord. Hein. Si vous baissez le taux pour pas que l'employeur connaisse votre taux d'imposition réel, ok, c'est une possibilité, mais alors du coup, le delta, il faut le verser. Donc il y a une retenue à la source sur le bulletin et un prélèvement complémentaire mensuel par l'administration fiscale, pour arriver à l'enveloppe qui est le taux du droit commun. Donc ça c'est une chose. Et puis ensuite, il y a aussi une autre possibilité que le salarié, le foyer peut faire, hein, toujours en option, c'est-à-dire qu'on peut appliquer ce fameux taux individualisé. C'est-à-dire que permettre au sein du foyer, le couple qui aurait des revenus de façon pas de même niveau, hein, monsieur ou madame gagnerait plus, si on applique le taux commun, ça veut dire que le conjoint qui gagne moins, il va être retenu beaucoup plus sur son bulletin de paye. Alors bon, dans l'ensemble, ça ne fait pas un gain d'impôt. La globalité du prélèvement, c'est le même, hein, il n'y aura pas moins d'impôts à payer. La seule chose, c'est que personnellement, il y a peut-être des gens qui auraient un compte personnel, ils ont des comptes séparés, ils peuvent avoir une gestion de leur trésorerie, de leurs revenus de façon indépendante, donc ça peut avoir un impact. Donc il y a des contribuables qui ont pris cette option-là de distinguer les taux en fonction des revenus de chaque contribuable du foyer. Donc voilà, donc ces taux, ils sont choisis, décidés chaque année en septembre. Donc là, vous avez eu en septembre 2018 l'information de l'administration fiscale qui vous avait demandé est-ce que vous changez ou pas. Donc là maintenant c'est fait, hein, les dés sont jetés pour cette année et l'an prochain vous aurez de nouveau la possibilité de le faire. Il faut bien dire une chose, c'est très important, c'est qu'il y a uniquement le salarié qui a accès à son espace et l'entreprise à aucun moment va pouvoir aller dans l'espace du salarié pour changer quoi que ce soit. Et s'il y a un changement à faire, le salarié doit le faire lui. L'entreprise n'intervient pas, c'est pas possible. Hein. Donc voilà. Ensuite. C'est normal, mais il y a des salariés qui ne se sentent pas de le faire ou auraient éventuellement idée d'aller voir le service paye de l'entreprise et dire voilà, moi je ne sais pas faire, est-ce que vous pouvez faire ça et tout. Non, ça dépend vraiment de c'est personnel et l'accès est personnel. Alors à ce moment-là, s'il a un problème, il va avoir l'administration fiscale. Il y a des personnes qui seront là pour les aider, pour répondre à leurs questions. Donc, ce taux-là, il change chaque année, il va être réactualisé en fonction des revenus, parce que, voilà, on va reprendre en compte, comme disait Nathalie, on a de nouveau chaque année le besoin de faire la déclaration pour déclarer ses revenus, donc chaque année, le taux va changer, donc il va être réactualisé, et puis il y a une possibilité aussi pour le salarié de modifier son taux. Il va pouvoir modifier en fonction d'une situation qui change dans l'année. Donc ça, c'est possible à tout moment au cours d'année de changer, par exemple un mariage, une naissance. Ça va avoir un impact sur le montant de l'impôt, ça va avoir un impact sur le taux, et donc à ce moment-là, il a 60 jours pour rentrer sur son espace, pour faire une simulation, et pour valider un changement de taux. À ce moment-là, l'administration fiscale, elle aura 2 mois pour transmettre ce nouveau taux aux différents collecteurs.
entre employeurs ou organismes autres. Et à ce moment-là, il y aura le changement qui va s'opérer. Pas avant, c'est-à-dire que si, tant que l'entreprise n'a pas l'info de l'administration fiscale, elle ne changera rien. Donc, Ça, c'est très que important. ce soit clair dans la tête de Hein, salarié. c'est Quand pour ça que ils viennent j'insiste, vous voir parce que là, s'il y a un changement, il faut bien que ça ne va pas se faire avant 2-3 mois avant qu'il y ait l'impact sur les bulletins de salaire. C'est pas immédiat. Voilà, c'est pas immédiat et surtout vous y pouvez rien, quoi. Que dire d'autre aussi? C'est aussi le cas, on parlait d'événements dans la vie de famille, hein, mais ça peut être aussi le cas dans une augmentation ou une diminution de la rémunération. Là, on peut aussi dire, moi j'ai mes revenus qui augmentent, je ne suis pas en capacité de mettre de côté, je ne sais pas faire, donc je préfère que ça soit prélevé tout de suite, donc je vais sur l'espace, je fais une simulation et je demande une modification de taux. On va augmenter le taux. Donc là, l'administration fiscale, elle ne demandera rien, c'est augmenter, c'est plus d'entrée, donc là, il n'y a pas de souci. Après, là où elle va être un peu plus regardante, c'est si en effet le revenu va diminuer. On sait que le revenu diminue, il n'y a pas de raison que je paye d'avance. Oui, pas de raison quand même. Donc là, l'administration fiscale a prévu ça, on peut baisser le taux. Mais bon, il faut quand même que les revenus soient significatifs au niveau de la baisse, déjà plus de 10%. Mais c'est les revenus globaux. Donc ça veut dire qu'il va falloir regarder une baisse significative des revenus. Sinon, l'administration fiscale, elle considère qu'il y a trop de... Ça fait trop de changements, trop de coûts, trop d'impact pour modifier. Si c'est pour 3%, elle estime que ça peut attendre la réactualisation en septembre pour que ça se passe comme ça. Et ça peut amener des risques de pénalité derrière si au final vous n'avez pas suffisamment collecté sur l'année, donc il faut être vigilant là-dessus. De la même façon pour ceux qui sont déjà au RSI, quand ils modulent leurs acomptes au RSI, de la même façon, on a toujours ce risque de pénalité de 10% si on a trop revu à la baisse nos appels de cotisation. Donc c'est un peu le même système. Que dire de plus? Au niveau des acomptes, je vous ai dit que c'était mensuel. Hein, donc là, il n'y a pas de choix. Le salarié, il va être prélevé mensuellement, même si jusqu'à maintenant, il était au tiers. Voilà. Donc il est au mois. Il peut arriver quand même qu'il y ait des salariés qui ont plusieurs employeurs. Donc du coup, chaque employeur aura le même taux, aura le taux qui s'est transmis par l'administration fiscale, et il sera prélevé sur chaque bulletin, et chaque employeur prélèvera à sa place l'impôt. Il est possible aussi de voir une situation où il y a un salarié qui a un bulletin de paye et puis il a une activité annexe. Il est en nom propre également, il a 2 casquettes. Hein. Donc ça, c'est possible. Donc salarié, bulletin de paye retenu à la source par l'employeur. Et sinon, pour la partie qui est revenu indépendant, ça sera l'administration fiscale qui prélèvera l'impôt sur cette partie-là. Donc il y aura un double prélèvement. Ce qu'on appelle le double prélèvement, c'est pas payé 2 fois, mais c'est payé, on va dire, réparti en fait. Voilà. Donc ça, c'est possible. Ça peut vite être à gérer. Voilà, il faudra juste... La mise en œuvre pour l'entreprise, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise, on a essayé de lui simplifier la vie quand même. Le service paye, ils n'auront pas d'autres déclarations supplémentaires à faire. On va passer par la DSN, c'est-à-dire ce qu'on connaît déjà avec les charges sociales. Donc on va dire que c'est plus simple. Ça évite des déclarations, ça évite pas mal de soucis, je pense. Bon, il y a quelques entreprises, pas mal d'entreprises qui ne sont pas encore... ce qui va se passer pour elles, mais en tout cas, elles ne sont pas encore vraiment au fait des DSN, donc ça posera un souci quand même. Tant mieux pour celles qui sont bien d'actualité. C'est de la même façon, ceux qui utilisent le TZ pour payer leurs salariés, tout ça, grande inconnue de savoir comment eux, ils vont gérer le prélèvement à la source sur leur bulletin de paye aussi. Donc ça risque d'être un grand moment. Voilà, il faudra être vigilant de toute façon et puis regarder la première année. Pardon? Le TZ, c'est... c'est simplifié pour les entreprises, ouais, ça passe par l'URSSAF. En fait, tu t'inscris à l'URSSAF et ils s'occupent de faire ta fiche de paye, mais par contre, dans quelles conditions, voilà, c'est simplifié. Enfin, c'est simplifié pour les salariés, mais c'est pas trop adapté. À la limite, ça va si tu embauches ta femme de ménage, quoi, mais c'est un peu au même titre que les petites CESU, c'est un peu le même système. Donc, allégé, les obligations sont allégées, et puis par contre, quand même, l'entreprise a 4 obligations, forcément, puisqu'elle fait partie d'un circuit qui transmet l'impôt. Alors,
elle doit déjà appliquer le taux transmis par l'administration fiscale, ça c'est une obligation pour elle, le bon taux et bien l'appliquer, retenir le PAS, parce qu'il ne faut pas reverser aux salariés l'impôt, parce que sinon il y aura un souci aussi pour le reverser de l'autre côté de l'administration fiscale, déclarer le montant, parce qu'il faut qu'elle déclare le montant qui est retenu, puisque l'administration fiscale elle aura un moyen de contrôle, donc elle va récolter ces informations-là, et ensuite elle doit reverser le PAS, bien sûr, aux impôts, via les DSN. Donc, il y a des dates qui ont été pour l'instant proposées par l'administration fiscale, je pense qu'on peut partir là-dessus, c'est-à-dire que pour des entreprises de plus de 50 salariés, la DSN devrait être, le PAS devrait être payé à l'administration fiscale le 8 du mois suivant. Voilà. Ensuite, pour les entreprises de moins de 50 salariés, ce serait le 18 du mois suivant. Ensuite, les entreprises de moins de 11 salariés, on est en dessous de 10, donc on leur autorise un petit peu plus éventuellement de possibilités. Elles auront éventuellement la possibilité de payer au trimestre, comme les autres charges sociales qu'elles pourraient avoir. Et là, ce serait donc au moment du paiement des charges sociales. Alors, l'administration fiscale nous dit, les entreprises, elles vont gagner en trésorerie, puisqu'elle ne paye pas le salarié net pour sa totalité au moment du bulletin, elle va verser l'impôt, donc la petite partie du net, qu'elle ne verse pas au salarié plus tard. Donc, oui, c'est vrai, donc pourquoi pas faire juste attention, c'est une trésorerie qui ne vous appartient pas, donc voilà. Il faut être vigilant de ne pas se retrouver dans une situation où on ne va pas pouvoir reverser. Juste une petite chose pour terminer sur la partie des dates de dépôt. Pour les entreprises qui sont en décalage de paye, finalement, le bulletin de paye qui va être impacté pour de vrai, pas les simulations qu'on a pu faire, mais pour de vrai, pour le versement du PAS, c'est le bulletin de décembre. Donc décembre déjà, en décalage de paye, on a la retenue de l'impôt qui est versée en janvier, parce que l'administration fiscale elle fait sur 12 mois maintenant, c'est pas sur 10. Donc dès janvier, elle veut recevoir le montant, le 1/12e de l'impôt du contribuable. Donc ceux qui sont en décalage de paye, le premier raconte, ça ne sera pas février. Parce que comme notre salaire est versé en janvier 2019, du coup l'impôt est pris directement sur cette fiche de paye-là. Et donc le reversement se fait le 8 janvier ou le 8 février pour les payes de... C'est le mois de janvier. Au mois de janvier, en même temps que, parce que vos charges, par exemple, pour le SAV de décembre, vous les auriez payées au mois de janvier, donc là, c'est pas pareil, le PAS. Oui, mais par exemple, vous allez moi, j'ai vous êtes à plus de 5 ans, vous. Oui, donc ce sera logiquement, ça devrait être le salaire pour le 11 janvier. Après, et les DSN au 15. C'est le 15. Moi, je pensais que c'était le 8. Ça sera. A priori, là, il est le 8 du mois. Donc, en même temps, si vous aviez payé vos salariés intégralement, vous les auriez payés la totalité. Vous les payez le 11. Alors, c'est peut-être encore un cas. Donc ça sera à voir avec le service paye. Là-dessus, on ne va pas s'aventurer à vous dire des conneries. On ne sait pas. C'était la question piège du jour. La bonne question, mais on ne peut pas vous répondre. À noter. À noter. Oui, voilà. Ça c'est comme Véronique vous disait en introduction. Il y a quand même encore pas mal de petites inconnues sur la mise en place. Dire qu'en septembre, ils voulaient le stopper, le pass, donc vous pouvez imaginer que. Il faut, et donc vous êtes venu au commun. Voilà, donc on fait comme on peut. Bon, la question qui portait sur les revenus exceptionnels, donc j'en ai quelques-uns qui concernent notamment les salariés. Donc une indemnité de rupture de contrat, donc c'est l'exceptionnel. Par contre, on va considérer que ce n'est pas exceptionnel dans le cadre de CDD ou de rupture de contrat. Ensuite, il y aura des indemnités de changement de résidence et de lieu de travail. Ça, lorsque le salarié touche cette indemnité, c'est de l'exceptionnel, donc il y aura une notion d'imposition dessus. Le CIMR ne l'englobe pas, ne va pas annuler l'impôt sur cette indemnité. Ensuite, concernant les participations, les plans d'épargne, donc l'intéressement, toutes les sommes qui ne sont pas affectées au plan, dont le salarié garde, donc ce sera des revenus exceptionnels. Par contre, ceux qui placent
les sommes dans les plans, ben, on reste dans l'exonération. Hein, donc du revenu non exceptionnel. Également, quand le salarié souhaite ressortir des plans d'épargne entreprise des sommes, alors, vous savez qu'on a la période où les exceptions qui permet de sortir hors imposition. Ben là, s'il sort et qu'il n'est pas dans le cadre de ces exceptions, il sera considéré en revenu exceptionnel avec une imposition également. Donc voilà pour la partie des salariés et des obligations de l'entreprise par rapport à leurs salariés. Alors vous avez fait un petit jeu histoire d'égayer un peu, hein, parce que c'est pas très drôle. Les réponses, ça va être eux qui vont les donner. Donc on a imaginé quelques questions que certainement vous vous posez ou qu'éventuellement les salariés peuvent vous poser. Hein. Mais je pense que c'est surtout des questions que vous devez vous poser vous. Donc alors Véronique, un salarié rejoint mon entreprise. Donc c'est une première embauche. Quel taux va-t-il avoir? C'est une bonne question, Nathalie. En fait, on disait tout à l'heure que l'administration fiscale donne le taux à l'entreprise. Ben, ce jeune-là qui vient de commencer sa vie professionnelle et qui a son premier travail, qui n'a peut-être jamais eu une déclaration seule à déposer auprès de l'administration fiscale, ben, il n'a pas de taux. L'administration fiscale ne vous donnera rien. Mais bon, on ne peut pas ne pas lui prélever. Donc elle a prévu une grille qui est un taux non personnalisé. Et cette grille, il y en a 3. Il y en a une pour la métropole, une pour la Guyane, une pour la Guadeloupe, donc, parce que les taux d'imposition sont différents chez eux. Mais partons sur la métropole par exemple. On a des tranches de revenus nets, et puis on s'y réfère, et puis face à cette tranche-là, on aura un taux. Donc déjà, pour considérer un jeune qui n'est pas imposé, il faut qu'il touche 1 367 € net par mois. S'il est jusqu'à cette limite-là, il aura 0 en prélèvement. Le taux 0, donc pas de prélèvement. Si par exemple il est à 1 800 € net, il aura 4,5% de prélèvement à la source. Alors voilà ce qui commence à s'appliquer dans cette situation-là. Les stagiaires et les apprentis sont-ils soumis au prélèvement à la source? Alors, ce sont des contrats particuliers. On sait que souvent, ils ne sont pas imposés, puisqu'ils ont des revenus bas. Donc, l'administration fiscale dit non, on ne prélève rien. Il n'y a pas de prélèvement à la source concernant ces personnes-là. Par contre, l'entreprise devra, quand elle va faire la déclaration des sommes à déclarer, voilà, elle aura une zone, une case qui sera remplie pour ces salariés ou ces stagiaires. L'administration fiscale puisse les ressortir dans la masse salariale et puis s'y identifier. De la même façon quand on pouvait le faire avant, quand on faisait les DAS papier, pour les apprentis, on mettait leur base dans une case particulière. Donc voilà. Si j'embauche quelqu'un avec un contrat court, moins de 2 mois ou un terme imprécis, qu'est-ce qui va se passer? Là, l'administration fiscale s'est projetée en disant, voilà, il y a des salariés qui passent de contrat en contrat, ils n'ont pas des revenus stables tout au long de l'année. Donc ça peut être des problématiques pour prélever le PAS. Du coup, elle a envisagé une chose, c'est-à-dire toujours en partant de la grille du taux non personnalisé, donc on partirait là-dessus, elle considère que sur ces contrats-là, on applique un abattement. C'est-à-dire que pour trouver la tranche où on prend le taux, on a un abattement qui est la moitié du SMIC. Alors par exemple là, on serait sur un abattement de 597 €. Donc on prend le net que l'on verse à ce salarié, on y retranche cette somme-là, et après on se situe dans la grille et on applique le taux de la grille. Voilà. Pardon. Je reprends. Que se passe-t-il pour le contribuable en cas d'erreur, voire de fraude ou de défaillance de l'employeur? Excuse-moi, tu as soulevé une question. Oui, mais tu as déjà répondu tout à l'heure, c'était si mon salarié a plusieurs employeurs, tu as déjà répondu. Ça serait bien qu'on le dise. Je suis quand même. Quand on aurait pu leur poser la question. Ouais. Alors la réponse. On fait quoi? C'est quoi la question? Roger, réponds-nous. C'est quoi la question? Si le salarié a plusieurs employeurs, comment ça se passe? Chef de
Sur la base de l'impôt qui est fait par l'administration fiscale. Le même taux. Le même taux. Bon, excuse-moi, madame. Donc du coup, s'il y a une défaillance de l'employeur, une fraude, ou si l'employeur n'a pas reversé sa part, Alors, le ouais. prélèvement à l'administration Voilà. fiscale. Donc déjà, l'administration fiscale, elle dit, le salarié, lui, il a payé sa part. Puisqu'on lui a versé son net d'impôt, il a été prélevé. Donc l'administration fiscale n'ira pas voir le salarié lui dire, tu nous dois l'impôt que l'employeur n'a pas reversé. On se retrouve dans la situation des charges sociales, pareil. C'est l'entreprise qui est responsable, qui doit reverser à l'administration fiscale. Donc si elle ne l'a pas fait pour des raisons de trésorerie, des omissions, de la fraude, voilà, l'administration fiscale engagera toutes les procédures qui existent pour avoir le recouvrement de ces sommes-là. Et le salarié ne sera pas ennuyé du tout. Tant mieux, parce que lui, il a déjà donné sa part. Alors donc toujours à toi. Toujours à moi. Allez, c'est parti. Je suis chauffée. Moi, je suis là, je fais de la figuration. On va passer à un revenu des retraités, des revenus de remplacement. Bon, parce que tout le monde est plus ou moins concerné quand même par le PASS. Hein. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a 98% des revenus qui seront concernés par le prélèvement à la source. Donc il y a une petite partie qui ne pourront pas être prélevés. Donc c'est pour ça qu'ils vont aussi les déclarer. Donc les retraités, les revenus de remplacement, on va parler par exemple des IJ, des sommes qui seraient versées à la place Qu'est-ce qu'une des indemnités journalières, les congés maternité par exemple, des prévoyances. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? Il me semblait qu'on avait un petit schéma. Ah pardon. Je ne suis pas sûre, voilà. C'est pas celui-là? Si, c'est sûr. Si, c'est celui-là. Je suis pas revenue en arrière. C'est ça ou ça? C'est pas grave. Non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je ne suis pas la reine de l'informatique, Antoine. Précédente. Ah c'est vrai, pardon, je vois pas de loin en plus. C'est vrai. Deuxième. C'est la vieillesse. Ça détend. Donc pour les retraités, par exemple, c'est les différentes caisses qui vont prélever. Alors on sait qu'on peut avoir plusieurs parcours professionnels au cours de sa vie Non, professionnelle. mais dans les revenus des indépendants. Là. Je regarde pas. D'accord. Ça m'embête pas. Et du coup, on peut avoir 3-4 caisses. On peut avoir la caisse de retraite obligatoire, les prévoyances, les caisses de cadre. Voilà. Donc elles vont toutes reverser leur pension, leur pension retraite nette de cet impôt. Pareil, elles auront l'information du taux par l'administration fiscale. Et elles appliqueront ce taux-là. Donc ça, c'est pour les retraités. Pour les salariés qui n'ont pas d'emploi, on parlait des contrats précaires, donc il y aura des chômeurs qui seront, là, ils toucheront des indemnités de chômage, et c'est le Pôle emploi. Pôle emploi qui sera là pour collecter l'impôt et qui devra reverser à l'administration fiscale le montant prélevé. Ensuite, on parlait tout à l'heure d'indemnités journalières, de congés maternité, d'autres revenus complémentaires, de remplacement. Et donc ça sera la caisse primaire, par exemple la caisse primaire maladie qui prélèvera. Voilà. Donc il y a plusieurs collecteurs quand même. Il y a l'entreprise, les caisses, les retraites, les prévoyances complémentaires, Pôle emploi, la caisse primaire. Quasiment tous ceux qui vous versent des revenus, Voilà. ils vont retenir à la source. Voilà. Donc même principe aussi, donc je vais être un peu moins longue, mais même principe, on peut, donc le taux est revu chaque année en septembre, pour les mêmes raisons qu'on a vues tout à l'heure, et puis pareil, le contribuable qui est retraité ou qui peut moduler en fonction de la situation de l'année et modifier son taux pour que ça soit au plus juste pour lui au niveau du prélèvement de l'impôt. Donc voilà pour la partie de ces revenus-là, cette catégorie-là. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais voilà. Ils en font partie quand même. Ensuite, on va parler des indépendants. Alors là, ça peut aussi vous concerner, parce que vous êtes à la fois employeur, mais aussi à votre compte en tant qu'indépendant. Donc là, dans cette catégorie-là, on va parler de tout ce qui est bénéfices professionnels, les BNC, donc professions libérales, les sociétés qui sont soumises à l'impôt sur le revenu, mais pour lesquelles
on est à son compte. Les on est bénéfices indépendant. agricoles. Voilà. Et puis également les dirigeants de sociétés soumises à l'IS, hein, qui ont des indemnités de gérance et qui, voilà, ils n'ont pas de bulletin de paye dans cette situation-là, mais ils touchent une indemnité. Et puis on aura, alors par contre, tout ce qui est les dirigeants de SAS, Ah oui, ils sont salariés. ils donc sont le salariés, fait ils ont que- leur bulletin, donc ils auront leur prélèvement à la source comme Ça va tout concerner salarié en banque. les gérants de SARL et tout après Voilà. tous les artisans commerçants qui sont en nom propre. Juste un petit rappel, vous vous souvenez peut-être il y a deux ans, je crois, sur la déclaration d'impôt sur le revenu, les dirigeants qui avaient dans une SARL soumise à l'IS, qui avaient des indemnités, le mettaient dans la catégorie salaire. Puis on englobait tout. Puis ils ont mis une case qui est distinguée, où on a marqué gérant, indemnité de gérance. Voilà. Donc déjà, ils ont préparé Déjà depuis le l'année pass, dernière. là, hein, ça fait déjà 2 ans, donc du coup, voilà, il fallait bien mentionner dans cette zone-là le revenu. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'entreprise, elle va pouvoir collecter. L'entreprise, elle ne collecte pas sur les dirigeants qui n'ont pas de bulletin de salaire. Donc c'est l'administration fiscale qui va prélever l'impôt du dirigeant. Et c'est pour ça qu'il y a déjà 2 ans, ils avaient demandé à tout le monde d'inscrire sur les déclarations d'impôt sur le revenu le RIB de chacun. En fait, nous, on ne pouvait Aussi. pas, nos déclarations, on n'arrivait pas à les faire passer informatiquement si le C'était RIB n'était pas bloquant. rempli. Et ça, c'était en prévision justement de ce prélèvement à la source, afin qu'ils puissent avoir toutes les données bancaires pour pouvoir se servir. Pour faire simple. Voilà, anticiper un peu parce que c'était Voilà. Du coup, vous allez être prélevé par l'administration fiscale. Alors, de droit commun, c'est le mois. C'est-à-dire prélevé au mois, comme les salariés. Mais vous avez la possibilité d'opter pour le trimestre, donc si vous le souhaitez. Et ça se fait, pareil, en septembre de chaque année. L'option pourra se faire. Et on sera prélevé quel jour? Alors, au mois, ça sera le 15 janvier. Et si vous êtes au trimestre, ça sera le 15 février, et ainsi de suite. Après, c'est un peu comme les trimestres du RSI, 15 février, 15 mai, 15 août, 15 novembre. Ils ont un peu On est varié. d'accord, c'est prélevé sur nos comptes perso. Compte Oui. personnel. Ah oui, le bien sûr. compte qui est sur la déclaration d'impôt sur le revenu. Ça reste Voilà. ça reste un impôt personnel. C'est vrai que dans le Oui. par habitude, Oui. c'est l'entreprise qui prélève, qui paye pardon les charges sociales du dirigeant. Et du coup, voilà. Donc là, il va falloir juste s'ajuster. En plus, je crois que si on avait mis un RIB d'une Ah, pas SARL, possible. c'était Ça pas passait possible. pas, On ça n'avait passait pas pas. possible, ça rentrait pas. Non, c'est pas possible. Hein. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Donc pareil, vous avez aussi vous aurez 3 taux possibles. Donc le droit commun qui est le taux personnalisé. Donc celui-là, si vous n'avez rien fait, c'est celui qui va s'appliquer. Ensuite, il y a la possibilité de faire le taux neutre. En tant que dirigeant, le taux neutre, sauf si vous avez un conjoint qui est salarié, que vous ne souhaitez pas que l'employeur de votre conjoint connaisse le taux du foyer. Donc voilà, bon, après c'est possible. Hein. Mais, et puis ensuite, le taux individualisé est possible, pareil, si vous avez d'autres revenus différents entre le conjoint. Puis après, c'est toujours un peu le même mécanisme pour n'importe quel type de revenu. Il y a toujours l'option de le choix du taux, la modulation, le choix du paiement à compte, mensuel ou trimestriel. Également la mise à jour, l'actualisation des taux, je le dis vraiment rapidement, c'est septembre. Hein, donc là, on est dans le même schéma, on ne va pas faire de décalage, ça ne sert à rien. Pareil, en cas de changement de situation, vous allez pouvoir, sur votre espace personnel, modifier, faire une demande, une simulation et faire modifier le taux. Ça, c'est possible aussi pour vous, il n'y a pas de souci. Après, on parlait du jeune qui n'avait pas jamais travaillé, qui se retrouve salarié, et voilà, qu'est-ce qui se passe? Et bien vous, c'est pareil, quand vous démarrez votre activité, il n'y a pas eu d'antériorité sur votre activité de gérant, de dirigeant. Et bien à ce moment-là, l'administration fiscale, elle vous donne 2 possibilités. C'est soit vous décidez par prudence d'estimer le revenu que vous allez avoir, et puis dire voilà, vous allez me prélever tant parce que ça va faire tant d'impôts et puis je préfère anticiper. Donc à ce moment-là, vous allez être prélevé par l'administration fiscale sur une estimation que vous faites.
Je vois mal l'administration fiscale vous pénaliser si vous êtes trompé sur l'estimation de la première année. Je pense pas. Mais voilà. Sinon, il y a la possibilité de rien faire. C'est-à-dire que non, je fais rien, je sais pas, j'en ai pas connaissance. Puis bien souvent, les premières années sont soit déficitaires, soit pas très importantes. Donc voilà, on met de côté. Et puis vous allez être appelé le solde en septembre 2019, par exemple, si vous démarrez une activité pour... Et puis vous soldez, en fait, vous payez votre impôt dans sa globalité au moment du solde. Et ensuite, le taux va être calculé, actualisé, et vous repartirez avec un nouveau taux. Et c'est à ce moment-là, l'administration fiscale vous prélèvera. D'accord? Donc il y a ça. Après, il y a un point qui est important à voir ensemble, c'est les fameux revenus de l'année 2018. Puisqu'on disait tout à l'heure... Ils ont mis en place un dispositif anti-optimisation quand même. Ouais. Parce que là, ils ont senti arriver les choses. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense en partie, ils ont repoussé d'un an, ils n'étaient pas tout à fait prêts. L'année blanche, on dit parler de l'année blanche, alors on voyait plein de choses, on disait ouais, on va avoir des revenus, on va augmenter nos revenus, on ne paiera pas d'impôts, super et tout. Puis bon, l'administration fiscale a senti un peu arriver les choses. C'est dit bon, on va réfléchir autrement, donc c'est là où on se dit, il y a des revenus non exceptionnels, revenus courants, puis la revenu exceptionnel. Donc déjà là, on fait deux catégories. Puis en même temps, on se dit, oui, ok. Mais des fois, notre activité, elle peut fluctuer, sans vouloir gruger, sans vouloir détourner de l'impôt. Ça peut arriver. Donc il faut aussi prévoir cette situation-là. Alors on rappelait tout à l'heure qu'en 2018, on paye son impôt 2017. En 2019, on paye son impôt 2019. En 2020, on paye son impôt 2020. Donc 2018, c'est une année pas blanche parce qu'on n'aime plus trop en parler comme ça, une année de transition. Voilà. Donc du coup, si par exemple, vous avez une année 2018, on va bientôt la finir, et puis vous constatez que vos revenus, ils sont généralement de 50 000 €. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il faut qu'on regarde les 3 dernières années, c'est-à-dire 2015, 2016, 2017. Puis on va regarder ce qui s'est passé ces 3 années. Si 2018 est au-dessus de la meilleure de ces 3 années, c'est la meilleure des 4 années en fait, là l'administration fiscale va dire le revenu courant c'est jusqu'à la meilleure des années 2015, 2016, 2017, et le delta c'est du revenu exceptionnel. Donc le CIMR, ce fameux crédit d'impôt qui annule l'impôt de 2018, il ne sert pas à grand-chose. Vous allez payer de l'impôt sur ce élément-là. C'est là où il va falloir réfléchir sur le bilan. Et puis l'administration fiscale a dit bon allez, on va quand même regarder, on va donner une deuxième chance, c'est jamais, donc on va regarder 2019. Donc si 2019 est aussi supérieur à 2015, 2016, 2017, donc là on oublie 2018, à ce moment-là on va dire oui quand même, ça augmente, mais ça augmente pour de vrai, ça n'a pas augmenté que pour 2018. Donc là, l'administration fiscale dit on revient sur le CIMR 2018 et puis du coup on va rembourser en fait, c'est un peu ça. L'impôt qui a été payé finalement à tort parce que ce n'était pas du revenu artificiel pour éviter de payer de l'impôt. Puis par contre, si 2019 est en dessous de ces 3 années, à ce moment-là, 2018 va être maintenu en termes d'imposition. Voilà. Donc il va falloir pendant 2 ans se caler et puis guetter en fait le complément d'impôt qui aurait pu être prélevé pour se dire qu'est-ce qu'il en est réellement? Est-ce que je le dois réellement ou est-ce que l'administration fiscale va me le rembourser? Donc vous faites l'avance quand même. Voilà. Bon, je crois que j'ai... Après, il y aura toujours la possibilité, si au final vous avez augmenté en 2018 et que vous avez rediminué en 2019, mais qu'au final en 2018, c'était une vraie année exceptionnelle parce que vous avez eu un surcroît d'activité, un grand chantier qui était là, que vous ne pouviez pas faire autrement. Vous avez la possibilité par rescrit de dire aux impôts c'était un vrai pic exceptionnel de l'activité liée à... après, il va falloir argumenter quand même. Voilà, il va falloir argumenter pour peut-être arriver à vos fins. Mais attention au contentieux derrière. Mais il y a toujours cette possibilité-là si jamais... vous avez de quoi motiver votre demande. Mais l'idéal, ça serait d'essayer de caler, on va dire, 2017, 2018, 2019 sans avoir trop de... C'est soit ça grossit, soit ça augmente les 3 années, soit autrement on essaye de lisser.
Donc pour terminer sur cette catégorie-là de revenus, on va lister quelques exemples de revenus exceptionnels. Donc les dividendes, les intérêts de compte courant, ça on en a parlé tout à l'heure. Les indemnités de cessation de fonction de mandataire, ça aussi, c'est une prime de départ, on va dire, donc c'est exceptionnel, donc ça sera considéré comme du revenu à imposer. Les indemnités de clientèle, de cessation d'activité, celles qui sont pas dans le courant d'une indemnité, qui sont là de façon ponctuelle. À moi. Donc, alors moi, je vais vous parler des revenus fonciers. Donc, les revenus que vous récupérez des immeubles que vous donnez en location. Donc, pour cette année de transition, ils ont scindé les charges en deux catégories. Donc, les charges récurrentes et les charges pilotables. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis dans ces charges récurrentes? Donc, ce sont les charges sur lesquelles on ne peut pas jouer sur l'échéance qu'on a chaque année, telles que la taxe foncière qui est à payer, je crois que c'est en novembre ou décembre, je ne sais plus exactement. Vous avez vos appels d'assurance avec une date d'échéance, une période de couverture. Vous avez vos intérêts d'emprunt, puisque vous avez votre échéance tous les mois. Vous avez également donc, les provisions de charges de copropriété que vous payez généralement le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de chaque semestre. Vous avez également, si vous avez mis votre immeuble en gestion, les frais de gestion. Si vous nous avez donné la comptabilité, les frais de comptabilité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les charges récurrentes. Donc pour cette année de transition, d'habitude, je ne sais pas si vous connaissez bien le fonctionnement ou pas, mais sur des revenus fonciers, on passe les dépenses et les recettes, ce qu'on appelle en compta de trésorerie, donc uniquement ce qui est encaissé et ce qui est payé. Donc là, sur cette année de transition, les charges récurrentes qu'on a chaque année, même si elles n'ont pas été payées, on va quand même les déduire sur l'année 2018, toujours dans le même esprit de dispositif anti-optimisation, pour ne pas, par exemple, que vous décidiez de ne pas payer votre dernier semestre de provision de charges locatives et d'en payer 5 sur 2019. Donc c'est vraiment dans ce souci-là. Donc uniquement pour 2018, même si ce n'est pas payé et qu'il y avait une date d'échéance en 2018, on va y déduire sur 2018. Après, on a donc ce qu'on appelle les charges pilotables. Donc ça, c'est le bailleur, le propriétaire, c'est lui qui gère ces charges-là en fonction de l'échéance, de ses paiements. Et ça, c'est essentiellement donc, toutes les dépenses de travaux. Donc en dépenses de travaux, donc, on a toutes les dépenses de réparation et d'entretien donc, supportées par le propriétaire. On a toutes les dépenses d'amélioration des locaux d'habitation, donc toujours pareil, hors construction et agrandissement qui restent des charges non déductibles dans le cadre du foncier. Les dépenses d'amélioration des locaux professionnels liées notamment à l'amiante et à l'accès des handicapés. On a également les dépenses d'amélioration, de construction ou d'entretien des propriétés rurales, si vous avez des propriétés rurales, des fermes, des domaines. Donc voilà. Donc alors, les charges pilotables payées en 2018 donc, sont déductibles intégralement donc, pour déterminer le résultat foncier 2018. Après, je vais vous expliquer, derrière, on va avoir un exemple et ça sera plus facile de vous expliquer la suite. Parce que pour déterminer le résultat foncier 2019, par rapport à ces charges pilotables, ils ont mis en place une règle dite de la moyenne. Donc en fait, on va additionner bien locatif par bien locatif, les charges pilotables 2018 avec celles de 2019, et on va faire la moyenne des deux et on va appliquer une petite formule de calcul. Ils ont quand même fait quelques exceptions qui vont rester dans les règles de droit commun. Ce sont les travaux d'urgence. Vous n'avez pas le choix, vous avez, je ne sais pas quel type de travail, un gros travail d'urgence à faire. Ça sera déductible à 100%. Il n'y aura pas le mécanisme dont je vais vous expliquer qui va s'appliquer. Et également, si vous avez un immeuble qui est classé monument historique, tous les frais, vous pourrez les déduire entièrement. Sait-on jamais, ça peut concerner tout le monde.
Donc alors, pour vous expliquer un petit peu cette règle, on vous a fait un petit schéma qui sera beaucoup plus parlant. Donc, alors ça concerne uniquement donc, les charges pilotables, essentiellement donc les travaux. Hein. Donc, Qui pourrait dégager des déficits parce qui que pourrait dégager, oui, des finalement, déficits. le revenu foncier jusqu'à maintenant, on va dire quoi, qui continue après, hein, mais c'est lorsqu'on fait des travaux pilotables, ça peut dégager un déficit qui est imputé sur les revenus d'ensemble. Donc, j'ai un salaire, et ben, le déficit va diminuer mon salaire imposable. Donc là, on gagne en impôts. Par contre, les charges courantes, comme tu disais tout à l'heure, elles dégagent un déficit, peut-être, mais ce déficit est reportable sur des revenus fonciers uniquement. Donc il y a quand même une distinction. Et c'est là où, en fait, c'est pour ça qu'on fait ce tableau-là et cette moyenne-là, pour éviter de perdre aussi tout l'impôt qu'on aurait pu gagner en 2018. Ce dispositif anti-optimisation, donc c'est à la fois pour l'État, mais c'était aussi pour ne pas léser complètement le contribuable. Alors, donc, petit exemple. Donc, en 2018, j'ai payé 4 000 € de travaux, 2019, 3 000, 2020, 3 500 €. Donc, en 2018, mon impact sur mon résultat foncier, donc c'est 4 000 €. En 2019, donc du coup, mon revenu foncier va être, donc c'est 3 000 € plus la moitié de mes revenus, de mes charges, 2018, ce qui va me donner donc 3 000 plus 2 000 €, 5 000 € de charges sur mon résultat foncier. On a pris 2019 plus la moitié de 2018, histoire de ne pas perdre tout 2018. D'accord ? Et ensuite, sur 2020, donc j'ai payé 3 500 € en 2020. Et du coup, là, par contre, on déduit 50% des travaux qu'on a payés en 2019. Ce qui fait que j'ai 3 500 moins 1 500 €, j'ai 2 000 € d'impacté sur 2020. En fait, ils ont lissé sur 3 ans, 2018, 2019, 2020, les travaux. Si une copropriété avait décidé de tout concentrer sur 2019, c'est-à-dire j'ai rien payé en 2018, en 2019 j'ai mis 7 000 € plus 50% de zéro, ça fait 0, donc en 2019 j'ai en charge 7 000 €. Par contre du coup en 2020 j'avais payé 3 500 €, je déduis 50% de mes 7 000 €. Donc, ce qui me ramène à 0 sur 2020. Donc, au final, je reste avec sur les 3 années, j'ai déduit 7 000 €. Donc, ils ont lissé ça sur 3 ans. C'est pour ça que nous, on avait un petit peu dit, au niveau des travaux, si vous pouvez attendre un peu, attendez quoi. Voilà. Ça va être simple à faire les revenus. Ça nous arrange aussi. Je crois qu'on arrive à la dit pendant les déclarations d'impôt. On a la tête. Voilà. Par contre, donc, si vous avez acheté un immeuble en 2019, on est bien d'accord qu'il n'y a pas de réintégration en 2020, puisque du coup, il n'y avait eu aucun impact, puisqu'on considère toujours, on travaille bien par bien sur les revenus fonciers. Donc du coup, comme vous n'aviez rien en 2018, cet immeuble n'existait pas. Donc du coup, vous n'avez pas de réintégration en 2020. Je pense que voilà, c'est pas la peine d'aller plus loin. Après, c'est vraiment du cas par cas sur les revenus fonciers. Pour finir, donc réduction et crédit d'impôt. Donc en fait, automatiquement, en janvier, vous allez recevoir 60% des réductions et crédits d'impôt que vous aviez pu avoir en 2017. D'accord ? Donc ça va concerner tout ce qui est l'aide à la personne, les gardes d'enfants, emploi à domicile, les cotisations syndicales, tous les investissements immobiliers, donc les celliers, Pinel, Duflot, les outre-mer et voilà, tout ce qui existe. Également les dons aux œuvres et partis politiques. Attention, si 2017 vous aviez des crédits d'impôt, 2018 vos enfants ont grandi, vous avez plus de femmes de ménage ou de coach à domicile, parce que ça peut être ça aussi. Du coup, si vous n'avez pas de crédit ou de réduction d'impôt, faudra restituer ce que l'État vous aura donné au mois de janvier. Donc en même temps, Roger, s'il n'y a pas de droite, il n'y a pas de droit. Trésorerie pour les quelques mois. Donc 60% là. Mais comment tu me parles?
voilà, Les 40% seront au sol en septembre voilà, c'est ça. et permettront éventuellement de diminuer l'impôt qui serait dû sur des revenus exceptionnels, C'est ça. puisque ça peut arriver. Donc voilà. Donc on espère vous avoir pas trop saoulé. Après c'est assez vaste. Hein, donc, En septembre, ce qu'on voulait, c'est redéfinir un cadre avec des notions assez générales, mais en même temps tout en allant sur des catégories de revenus, pour permettre de peut-être vous rendre un petit peu plus sensible sur certaines choses ou de répondre à des questions quand même qui pouvaient être à l'esprit. Maintenant, comme on vous a dit tout à l'heure, s'il y avait des choses bien précises, particulières à votre situation, notamment on parlait des revenus fonciers, je pense que ça mérite du cas par cas de toute façon. d'y réfléchir. Donc la personne qui gère votre dossier vous accompagnera. C'est en janvier, contact avec s'ils n'y arrivent pas, ils prennent contact avec l'administration fiscale. Nous, vous ne pouvez rien faire, nous on peut rien faire. Donc il faut vraiment les renvoyer vers l'administration fiscale. Il n'y a pas d'autre choix. Sinon ça va poser des problèmes. Vous allez rentrer dans une discussion de toute façon au final. Et non, Voilà, ça ne regarde pas de leur changement de situation, mais c'est vrai qu'ils savent pas. Ils ont l'information. il y en a qui Il y a des impôts qui ne laissent pas non plus. Non, mais après c'est leur problème, c'est pas leur mère. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais elle a raison. C'est clair. Oui, ça va se régulariser, je suis d'accord. C'est de l'avance, ils vont faire. Parce que maintenant, le problème, je crois que la compte c'était une partie vous allez en verser une partie en janvier et une partie en Mais il en reste en fait, Bon, vous avez vu que l'hôtel était assez riche, on a décidé de faire un seul unique atelier pour cette deuxième édition. 20 minutes ça aurait été un peu trop court. En fait, elle est bavarde, Véronique. Donc voilà, j'espère que vous avez eu des réponses à certaines questions que vous vous posiez. Des petites choses encore pour terminer. Vous avez vu qu'Antoine derrière filmait. C'était la première édition qui est diffusée en direct sur YouTube. Donc on a des personnes qui se sont connectées, on regardait en même temps, on a eu des personnes, il n'y a pas eu de questions Antoine Non, personne n'a posé de questions. bonjour à eux. L'idéal, c'est que vous ressortiez d'ici en ayant moins de questions que quand vous êtes arrivé. Si vous en avez plus, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. On en a une de plus. Ne tends pas la perche. Ils sont encore plus la question. Vous avez la possibilité, comme la dernière fois, on l'a mise dans l'accueil, d'avoir notre boîte à idées avec des petits coupons à côté sur lesquels vous pouvez nous aider à nous améliorer sur des thèmes que vous souhaitez aborder, sur des... on a eu la dernière fois des remontées d'infos sur des badges, des choses comme ça, qui peuvent nous aider à chaque fois à nous améliorer. Prochaine édition des ateliers, donc le 10 janvier, avec comme thème les obligations de l'employeur. Je pense qu'il y aura des choses à dire aussi. Et RGPD, donc, qui sera animé par notre informaticien préféré Antoine derrière, sur donc, toute la protection de données personnelles. Et on aura comme invité cette fois-ci Kevin Micou, donc qui est plutôt bien connu sur Grenoble et qui monte en puissance, qui est un mentaliste et magicien grenoblois qu'on commence à voir à la télé, qui a été médaillé d'or de la magie à Las Vegas cet été. Donc à ne pas manquer, qui va venir nous animer un petit peu l'atelier et nous faire des coups de passe-passe. Voilà. Merci à tous à chaque fois de venir. Merci à tous d'être venus. N'hésitez pas sur les prochaines fois à venir accompagner, à parler de nos ateliers, à des amis, même des personnes non identifiées au cabinet. Tout le monde est bienvenu. Exactement. Merci de votre présence. Merci.